Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo lecture. Ça va quand même faire un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mes lectures sur cette chaîne. Donc aujourd'hui j'aimerais y remédier en vous parlant de 4 livres que j'ai lus récemment, plus d'un 5e livre que je suis en train de lire. Il faut savoir que depuis ma dernière vidéo lecture, ma vidéo sur L'intuitionniste de Colson Whitehead, un roman de fiction spéculative qui parle d'ascenseur, que j'ai beaucoup aimé et que je vous ai d'ailleurs recommandé donc en février. Donc il faut savoir que depuis cette vidéo, j'ai lu plusieurs livres, mais la majorité ne m'ont pas beaucoup plu. Si j'en crois le fichier Excel que j'utilise pour suivre mes lectures, la note moyenne que j'ai attribuée à mes lectures depuis janvier tourne autour de 2,75 sur 5. Donc ça veut tout dire. Du coup, les 5 livres que je vais vous présenter aujourd'hui font partie des quelques livres dont la lecture ne m'a pas trop fait souffrir depuis janvier. Pour moi, ces livres ont été un peu comme des perles dans un seau de charbon. Je sais que c'est très dramatique, mais j'ai souffert. Donc le premier de ces 4 livres est In the Shadow of the Fall de Toby Ogundiran. Il s'agit du premier tome d'une duologie qui s'appelle Guardians of the Gods, une duologie qui n'a malheureusement pas encore été traduite en français et je ne pense d'ailleurs pas qu'elle va l'être, ce qui est bien dommage. In the Shadow of the Fall se déroule dans un univers fictif inspiré de divers folklores et légendes africaines. On y retrouve notamment les orishas, donc ces dieux africains qui sont souvent mis en valeur dans les histoires d'afro-fantasy, comme par exemple De sang et de rage ou encore Blood Cyan, 2 romans dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos lecture. Dans les premières pages de ce livre, on fait la rencontre de Ashake, qui est une acolyte, c'est-à-dire une apprentie prêtre, et elle attend depuis plusieurs années de pouvoir se lier à un orisha pour enfin devenir officiellement prêtre et pour pouvoir quitter le temple où elle a grandi. Malgré tous ses efforts, malgré ses longues séances de méditation, malgré ses prières, elle n'entend pas les dieux et aucun orisha ne semble vouloir se lier à elle. Elle voit tous ses amis quitter le temple, réussir à se lier à des dieux, mais elle, pour une raison qu'elle ignore, ne réussit pas à rentrer en communication avec un orisha. Au comble du désespoir, Ashake décide d'utiliser un sortilège banni pour forcer un dieu orisha à se lier à elle. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, pas du tout. Et ce sortilège, sa tentative de se lier à un dieu de force, va avoir de terribles conséquences. On est dans un texte court, mais j'ai quand même réussi à m'attacher aux personnages, même ceux qu'on ne voit pas longtemps. Donc Ashake, déjà le personnage principal, c'est un personnage hyper attachant, c'est une jeune fille très forte tête, mais elle a de bonnes raisons en fait de faire ce qu'elle fait. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Les antagonistes de l'histoire, quant à eux, ont seulement quelques scènes, on n'en sait pas beaucoup sur eux, ce qui est bien dommage parce que le peu qu'on apprend sur ces antagonistes m'a donné envie d'en savoir plus. Je veux en savoir plus sur leur motivation, sur leur histoire, donc ça m'a vraiment donné envie de lire la suite de cette série puisque In the Shadow of the Fall c'est le premier tome d'une duologie, donc je pense vraiment lire le 2e tome de cette duologie juste pour en savoir plus sur les antagonistes et juste pour connaître en fait la suite de l'histoire. L'univers est intéressant, les personnages sont attachants et le système magique aussi est très intéressant. On est dans un système magique qui vous rappellera peut-être De sang et de rage, donc c'est pas hyper original. J'ai déjà lu plusieurs livres avec un système magique similaire, mais finalement j'ai été agréablement surprise par la magie. Dans cette histoire, il y a aussi des griots qui eux aussi peuvent utiliser la magie lorsqu'ils racontent des histoires, lorsqu'ils chantent des chansons. Ils peuvent ranimer l'histoire et faire entrer les gens dans des souvenirs et dans des scènes du passé. Ça c'est un aspect du système magique qui m'a beaucoup plu. Donc en conclusion, si vous cherchez un livre court pour vous faire voyager et vous dépayser cet été, je vous recommande vraiment In the Shadow of the Fall. Je pense que cet auteur, Toby Ogundiran, est vraiment prometteur. J'ai hâte en fait de lire la suite de cette série et je serais curieuse aussi de lire un roman vraiment, puisque ça c'est une novella, donc de lire un roman écrit par cet auteur. Le prochain livre que je vais vous présenter a été écrit par une autrice qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie auteur à découvrir parce que je pense que la plupart d'entre vous la connaissez déjà, et c'est bien entendu Lorraine Safou. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de son roman La mer chantera ton nom. La mer chantera ton nom est un roman fantastique jeune adulte qui raconte l'histoire d'Ino, une jeune fille qui doit aller passer plusieurs semaines de vacances sur l'île de Gorée au Sénégal. Durant ces vacances, Ino fait la rencontre d'un mystérieux pêcheur qui lui dit s'appeler Salif, et cette rencontre c'est
le point de départ, c'est une clé qui va permettre à Ino d'ouvrir la boîte qui renferme en fait de nombreux secrets sur son passé et sur sa propre identité, des secrets que sa mère a enfouis au fond d'elle lorsqu'elle était enfant. Ino apprend ainsi qu'elle n'est pas entièrement humaine et que, à l'instar de Salif, elle appartient au monde invisible. Donc l'histoire nous raconte la quête d'Ino qui est en quête d'elle-même, en quête en fait de son histoire, qui essaie de se comprendre, qui essaie de comprendre la magie qui sommeille en elle, et l'histoire nous raconte aussi son affrontement avec Yemanja, la déesse de la mer, qui est déterminée à la faire disparaître. La mer chantera ton nom, c'est un roman qui m'a attirée dès l'instant où j'en ai entendu parler, juste parce que premièrement la couverture est magnifique, mais aussi ce livre m'a attirée parce que j'aime beaucoup les histoires sur les dieux et les déesses de la mer, j'aime beaucoup les histoires sur les mamans de l'eau, les mami wata, etc. Donc j'étais vraiment curieuse de découvrir l'univers et l'histoire construit par Laura Nsafou autour de cette mythologie. Et de ce côté d'ailleurs, je n'ai vraiment pas été déçue, donc la magie présente dans ce roman et le monde invisible sont vraiment originaux et intéressants. J'ai aimé découvrir en fait les différents aspects du monde invisible, les différentes créatures, dieux. Donc il y a des dieux, des esprits, des djinns et plein d'autres créatures tirées de différents folklores et de différentes légendes africaines. J'ai retrouvé en fait ce world building très riche et très captivant qu'il y a aussi dans Nos jours brûlés. Une chose vraiment que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les dieux dans ce roman, tout l'aspect magique de ce roman, c'est très sombre. Donc les dieux sont des créatures sanguinaires et sans pitié qui pratiquent des rituels qui demandent à chaque fois le sacrifice de vie humaine. Les personnages doivent à chaque fois sacrifier beaucoup pour pouvoir utiliser la magie. Et j'ai aimé vraiment que dans ce livre, le pouvoir est un prix. On n'a pas vraiment envie de pouvoir utiliser la magie quand on lit ce livre parce que ça demande énormément de sacrifices, de pouvoir jeter des sorts, faire de la magie, etc. Autre chose que j'ai aimé dans le livre, la relation d'Ino et de Salif. Pour les personnes qui se demandent si la romance joue un rôle important dans le livre, oui, la romance joue un rôle important dans le livre. La relation entre Ino et Salif, c'est au cœur de l'histoire. Si comme moi vous avez un peu de mal avec la romance, il se pourrait que ce soit un élément que vous aimiez moins, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, j'ai beaucoup aimé leur relation, même si j'avoue que c'est une relation qui commence assez rapidement. À peine ils se rencontrent et déjà Ino commence à le défendre devant la police, à vouloir mentir en fait pour lui. Aussi elle le suit dans des allées obscures alors qu'il est clairement quelqu'un d'hyper louche. À peine ils se rencontrent, vraiment la nuit où ils se rencontrent. Donc c'est une relation qui commence de manière très rapide, mais très vite au fil de l'histoire on finit par s'attacher, ou en tout cas j'ai fini par m'attacher à ces personnages. On comprend vraiment qu'est-ce qu'ils représentent l'un pour l'autre, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre, et donc même si je ne suis généralement pas très fan de romance comme je vous l'ai dit, pour moi ça allait et ça a marché. Maintenant en ce qui concerne les éléments que j'ai moins aimés dans ce roman, c'est des éléments qui sont similaires en fait à ceux que j'avais moins aimés en lisant Nos jours brûlés. Donc moi j'aime mes intrigues vraiment bien structurées et bien ficelées, et ici les événements s'enchaînent en fait de manière un peu trop hasardeuse pour moi et un petit peu trop chaotique. Si vous êtes comme moi et si vous aimez beaucoup la structure, il se pourrait que vous finissiez ce livre en vous demandant en fait qu'est-ce que ce livre essayait de vous dire. Et ce sentiment, je pense que ça vient vraiment du fait qu'on a une intrigue très relâchée avec un enchaînement d'événements qui peut paraître un petit peu hasardeux. C'est un aspect du livre que j'ai moins aimé, mais c'est vraiment une préférence personnelle. Donc en conclusion, un livre avec un système magique très intéressant et qui saura, j'en suis sûre, plaire aux lecteurs ou aux fans en fait de Laura Nsafou. Passons maintenant au troisième livre, Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Alors l'histoire se déroule au sein du royaume fictif d'Hétéros où le thé est la boisson phare. Isabelle et Andarina, les héroïnes de l'histoire, sont les héritières des deux boutiques de thé les plus reconnues du pays, les plus populaires du pays. Leurs deux familles bien sûr sont rivales et se vouent une guerre acharnée. Elles essayent toutes deux de surpasser l'autre en créant le meilleur thé, le thé le plus intéressant, le plus goûteux. Isabelle et Andarina, bien qu'elles aient été amies d'enfance, se vouent désormais à la même rivalité qui oppose leurs parents, leurs deux familles, voire même à une rivalité encore plus intense puisqu'elles ne peuvent même pas se voir en peinture. Ces deux-là ne se supportent pas. Un jour, leur vie bascule lorsque la reine d'Hétéros meurt empoisonnée par du thé. Comme leurs deux familles sont tout de suite mises en cause, Isabelle et Andarina vont devoir mettre leurs différends de côté pour mener l'enquête et pour disculper leur famille. Alors Les fleurs les plus dangereuses, c'est l'un des premiers romans que j'ai lu cette année, et même si ça
ça fait plusieurs mois que je l'ai lu, j'en ai gardé un très bon souvenir, j'y repense encore régulièrement. Dans ce livre, on pénètre dans un univers très riche dont l'esthétique m'a beaucoup fait penser à l'esthétique de la cour du roi Louis XIV à Versailles. Donc on a de belles robes, on a des bals somptueux, on a un beau palais et surtout on a des intrigues de cour, ce qu'on adore dans les histoires inspirées un petit peu de la cour de Versailles. Donc les personnages, à commencer par Andarina et Isabelle, sont vraiment très attachants. Leur rivalité est super fun à suivre, de même que l'évolution de leur relation. Vraiment la haine qu'elles se vouent au début de l'histoire, on la sent bien. Les pics et les attaques qu'elles se lancent dans la première moitié du livre, même moi ça me faisait mal. J'ai vraiment grimacé des fois en lisant toutes ces méchancetés. C'est vraiment intéressant de voir comment cette antipathie évolue et comment ces deux personnages finissent par surmonter leurs différends. J'ai aussi beaucoup aimé le système magique dans ce livre, un système magique qui tourne autour de la confection du thé. D'ailleurs les scènes de fabrication du thé, les scènes de préparation du thé, c'était mes scènes préférées dans ce livre-là. J'ai trouvé qu'elles étaient toutes très bien écrites, les descriptions sont tellement vivantes que j'avais l'impression d'avoir le thé en bouche. Malheureusement la magie reste très discrète dans ce livre. J'aurais vraiment aimé voir plus de magie et j'aurais aimé que la magie ait un rôle encore plus important dans l'intrigue. D'ailleurs il y a énormément de choses qui se passent dans cette histoire, entre la rivalité entre les deux personnages principaux, l'empoisonnement de la reine, la magie du thé, la rivalité entre les deux familles, l'intrigue politique qui se cache derrière tout ça, une intrigue politique hyper complexe. Tout est très intéressant. L'intrigue politique est aussi très intéressante parce que moi j'aime les romans de fantasy avec des intrigues politiques bien étoffées derrière, mais j'aurais aimé avoir le temps d'apprécier un peu plus les différents éléments de l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps, j'étais intéressée par tout ce qui se passait, mais malheureusement j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de place pour tout. Je pense que cette histoire aurait gagné à être une duologie, mais c'est juste parce que j'aurais aimé en fait en lire plus et voir certains éléments un petit peu plus mis en valeur. Je pense que dans l'ensemble c'est un premier roman hyper prometteur et j'ai bien hâte de découvrir les prochaines histoires de Lydie Tabarin. Je vous conseille ce livre si vous aimez le thé et si vous aimez les romans de fantasy jeunes adultes avec des intrigues politiques bien présentes. Il y a de la romance dans cette histoire et je pense que ce livre est vendu comme de la romantasy enemies to lovers. Je suis trop vieille, je connais pas bien les tropes de romantasy, mais je crois bien que ce livre est vendu comme de la romantasy enemies to lovers, mais je pense que la romance ne joue pas un rôle si prédominant que ça dans le livre. Je pense que l'intrigue, la magie, l'univers, etc. Sont plus des arguments de vente pour ce livre-là. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous recommande ce livre. Passons maintenant au quatrième livre dont je voulais vous parler. Et ce roman, c'est La Nuit du Soucougnan de Louisiane Romain. La Nuit du Soucougnan se concentre sur Célia, une adolescente de 15 ans qui mène une vie plutôt tranquille en Guadeloupe, jusqu'au jour où sa vie change du tout au tout quand sa grand-mère lui annonce qu'elle veut qu'elle aille vivre en France chez une tante dont Célia n'avait jusqu'alors jamais entendu parler. Célia se rend vite compte que sa grand-mère lui cache quelque chose parce que pourquoi est-ce que sa grand-mère voudrait qu'elle parte du jour au lendemain en France chez une tante mystérieuse? Il doit bien avoir une raison et donc Célia réalise tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche et elle se rend compte que ce quelque chose a forcément un lien avec Elijah, un de ses camarades de classe renfermé qui fume constamment de l'herbe. En se rendant chez Elijah pour en apprendre plus, elle apprend que leur destin serait lié parce qu'ils souffriraient tous deux de la malédiction du Soucougnan. Bien sûr, pour Célia, tout cela n'a aucun sens, elle ne croit pas à ces histoires de Soucougnan, mais très vite, elle sera obligée de remettre toute sa réalité en question. Alors la Nuit du Soucougnan met en avant le Soucougnan, une créature tirée tout droit du folklore guadeloupéen. C'est la première fois que je lisais un livre sur cette créature fantastique, cette créature mythologique antillaise, et j'ai vraiment aimé voir cette légende ainsi mise en avant dans un roman jeune adulte. J'ai passé un super moment pendant ma lecture. J'ai trouvé que ce livre était un véritable page turner, surtout la première moitié. L'histoire est écrite à la première personne du point de vue de Célia et le point de vue est super maîtrisé. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu une première personne aussi bien maîtrisée. Je pense que la première personne c'est un point de vue extrêmement difficile à écrire et là j'ai trouvé que c'était super bien maîtrisé. On est vraiment dans la tête du personnage principal, on est vraiment dans la tête de Célia à tel point que certaines parties du livre se lisent comme un flux de pensées et j'ai trop aimé être dans la tête de Célia. C'est une adolescente butée et extrêmement drôle, même dans les situations les plus tendues, et il y a énormément de situations tendues dans ce roman. La narration a su me faire rire aux éclats. Il y a vraiment des descriptions et juste des remarques faites par Célia qui sont
hilarante. Ce livre explore quand même des sujets très difficiles et place les personnages dans des situations vraiment stressantes. Donc ce roman parle entre autres de grossesse précoce, d'avortement, de viol, de violence conjugale, de suicide, de meurtre. La malédiction du Sukunian, c'est une vraie malédiction. C'est une malédiction qui se déclenche à partir du moment où une personne a ses premières relations sexuelles. Dès que la malédiction est activée, la personne qui souffre de cette malédiction se transforme tous les mois en Sukunian et tue sous cette forme tous les mois au moins une personne. Et la seule manière de se défaire de la malédiction du Sukunian, c'est d'avoir des enfants, si possible d'un autre Sukunian. Donc on est dans une ambiance vraiment pas terrible. Celia a hérité d'une malédiction contre son gré. Elle doit soit tuer des gens tous les mois jusqu'à sa mort ou tomber enceinte. Et là on parle d'une adolescente de 15 ans quand même. Donc même si tout au long du livre, Celia essaye de faire preuve d'agentivité, elle essaye constamment de reprendre le contrôle de sa situation, elle est tout le temps au pied du mur et à chaque fois elle est contrainte de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et franchement, je me suis sentie aussi prisonnière qu'elle en lisant le livre. Un autre point que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est la relation de Celia et d'Elijah. Ces deux personnages sont obligés de devenir amis, voire même plus, alors qui n'ont pratiquement rien en commun hormis la malédiction qui les unit. Ils entretiennent une relation vraiment étrange tout au long du livre. Ils sont parfois alliés, ils sont parfois ennemis. Ils sont les seuls capables de comprendre ce que l'autre vit. Mais en même temps, il y a beaucoup de ressentiments entre eux. Ils ont toutes les raisons de se détester, mais ils ne peuvent pas se le permettre s'ils veulent protéger leur famille, s'ils veulent se protéger eux-mêmes et s'ils veulent protéger en fait les personnes qui les entourent. On n'est ni dans la romance, ni dans l'amitié, ni dans l'inimité. On est quelque part entre tout ça. C'est le genre de relation complexe que j'aime lire dans mes livres. Le seul point négatif de ce roman pour moi, c'est peut-être la fin. La dernière partie du roman m'a semblé un peu moins structurée que la première partie et je ne sais pas si j'ai aimé la conclusion de l'arc d'Elijah et de Celia. Mais hormis ça, vraiment, La Nuit du Sukunian, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je suis certaine que j'aurais adoré à 11-12 ans. Je pense que ce livre serait devenu l'un de mes romans préférés si je l'avais lu à cet âge-là. Et c'est aussi un livre qui m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs du collège et du lycée. Donc si vous avez des enfants ou si vous connaissez des jeunes dans cette tranche d'âge-là, je pense que ça pourrait être une lecture intéressante pour eux. Nous avons fait le tour des 4 livres dont je souhaitais vous parler. Mes petits bonus maintenant, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire. C'est un livre que pour l'instant j'aime beaucoup et c'est aussi un livre qui rentre dans le thème de cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais vous le mentionner même si je ne l'ai pas encore terminé. Et ce livre c'est Lost Ark Dreaming de Suyi Davis Okungboa. On est cette fois-ci dans de la science-fiction voire même de l'afrofuturisme. L'histoire se passe dans un futur alternatif de l'humanité, j'ai pas envie de dire possible, un futur alternatif de l'humanité sur la côte ouest africaine après que l'océan Atlantique ait englouti une partie de la région suite au réchauffement climatique. Les survivants de la montée des eaux se sont réfugiés dans 5 tours nommées selon les 5 doigts de la main, hormis la tour du milieu qui est appelée The Pinnacle. Au moment où l'histoire commence, 4 de ces tours ont été abandonnées et seule cette tour centrale est encore habitable et fonctionnelle. Les riches vivent au sommet de cette tour tandis que les pauvres vivent dans le noir, dans les niveaux les plus bas de la tour, sous le niveau de la mer. C'est un scénario qui n'est pas sans rappeler l'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. D'ailleurs, je pense souvent à ce livre pendant que je lis celui-ci. Dans ce livre, on suit 3 personnages principaux, Yekini, Tuoyo et Ngozi, tandis qu'un mystérieux pouvoir révèle les personnes mortes en mer, des personnes qui cherchent à se venger en fait de ceux qui les ont forcés à mourir dans l'océan. Pour l'instant, je n'ai lu qu'un tiers de cette novella, mais je trouve l'histoire vraiment entraînante, je trouve l'univers très intriguant et bien construit. L'univers qui est dépeint est un univers assez sombre, c'est pas un univers dans lequel j'aimerais vivre, mais la manière qu'il est décrit réussit à chaque fois que j'ouvre le livre à me transporter ailleurs. Donc je trouve le world building vraiment fascinant et bien fait. Suyi Davis Okungboa, c'est aussi l'auteur de The Nameless City, une série de fantasy que j'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux et franchement, Lost Ark Dreaming m'a donné envie de découvrir The Nameless City parce que je sens que cet auteur a du talent en termes de world building. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et n'hésitez pas non plus à me parler de vos lectures dans les commentaires sous cette vidéo. On se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!